Le moteur entrepreneurial, c'est le meilleur moteur pour faire bouger les lignes. Plus on lève des fonds, plus on a d'emmerdes. Et il n'y a pas de bonnes idées. Il n'y a que une bonne exécution de ces idées. Bonjour Marc. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entretien avec nous. C'est vraiment un plaisir d'avoir Founders Future au micro d'actionnaire. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bah oui, pour faire bref, donc je suis Marc Ménassé, je suis entrepreneur dans la tech depuis maintenant un petit bout de temps. Et en parallèle de ça, je suis devenu business angel. Et j'ai décidé de professionnaliser la démarche de business angel pour créer Founders Future en 2018, en regroupant d'une part plein d'entrepreneurs autour de la table qui ont vocation à financer des startups, et de l'autre part en essayant d'accompagner des jeunes et moins jeunes entrepreneurs et entrepreneuses de la tech et de l'impact pour les aider au tout départ de leur entreprise à créer un peu la colonne vertébrale de leur business. Et en quoi consiste le métier d'investisseur? Alors, le métier d'investisseur, déjà, il y a plein de stades d'investissement et j'ai envie de dire qu'à chaque stade d'investissement correspond à une typologie d'investisseur. Nous, le métier qu'on fait, c'est le métier du premier investisseur qui est un investisseur important dans l'histoire d'une entreprise parce qu'il permet de structurer son entreprise, de recruter les bons profils, de trouver un marché, de créer son produit, etc. Et donc, c'est finalement pas tant un job d'investisseur que plutôt un job d'entrepreneur qui a déjà fait ça. Alors certes, on utilise un peu les rouages du métier de la finance et de l'investissement, mais au fond, notre quotidien, c'est franchement d'accompagner les entrepreneuses et entrepreneurs sur des sujets très opérationnels, qui sont autour du recrutement, qui sont autour de la finance, qui sont autour du marketing, qui sont autour de la structuration d'une force commerciale, du marketing online. Donc, somme toute des choses très terre à terre et qui doivent donner des résultats pour que l'entreprise trouve un chemin de croissance satisfaisant. Tu as commencé en tant que business angel et donc tu as créé Founders Future. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi être passé de business angel à Founders Future? Donc en fait, moi j'ai fait l'intégralité de ma carrière en tant qu'entrepreneur. J'ai créé des entreprises, revendu des entreprises, j'ai gagné de l'argent grâce à ça. Et j'ai très vite, très jeune, eu la volonté plutôt de transmettre à des entrepreneurs mon savoir-faire. Et forcément, quand on a envie de transmettre son savoir-faire, on lie l'utile à l'agréable et aussi on investit son argent donc dans ce qu'on appelle le rôle de business angel. Dans business et angel, il y a angel. Et angel, c'est vraiment la perception que j'en ai et l'action que j'ai eue pendant, je dirais, 13 ans, 14 ans en tant que business angel. C'est vraiment d'être aux côtés d'une équipe pour leur apporter du savoir-faire qui est un savoir-faire généraliste autour de l'entrepreneuriat et un savoir-faire de temps en temps qui était plus spécifique autour de sujets que je connaissais bien, donc typiquement le marketing online, la structuration de force commerciale ou le product. Et puis j'ai fait ça avec un peu plus d'une quarantaine d'entreprises, une quarantaine d'équipes. J'ai pris beaucoup de plaisir avec des hauts, des bas, parce que l'entrepreneuriat, c'est loin d'être quelque chose de linéaire et de simple. Ça m'a beaucoup plu et en 2018 je me suis dit que j'avais très envie de professionnaliser la démarche et de créer finalement un nouvel objet dans le monde de l'investissement qui était de structurer sous forme d'un fonds d'investissement hyper entrepreneurial à destination des entrepreneurs de la première heure et des premières années de l'entreprise. Et donc c'est comme ça que je suis passé de business angel à Founders Future. Donc qu'est-ce qu'on fait chez Founders Future? C'est très simple. On investit dans une entreprise, je dirais, dans ses 18-24 premiers mois pour accompagner l'équipe dans la structuration de leur business, pour les accompagner sur les opérations, pour vraiment essayer au maximum de créer des champions français et un petit peu en dehors de nos frontières en Europe. Donc les VC sont connus pour avoir des petites équipes. Comment est-ce qu'elle est structurée chez vous? Disons, c'est clair qu'on est dans un métier où, au fond, on a besoin d'être une équipe resserrée, on a besoin d'être une équipe qui a eu plusieurs vies dans sa vie, on a besoin d'avoir, je dirais, une ambivalence forte entre tout ce qui est du ressort plutôt de l'analytique et l'analyse. Et en parallèle de ça, on est dans un métier où on a aussi besoin de beaucoup de soft skills. Je suis désolé des anglicismes, mais voilà, on a besoin d'intuition, on a besoin de comprendre une dynamique de marché, on a besoin de comprendre des modèles économiques et des choses qui sont très opérationnelles. Et en fait, c'est un peu le yin et le yang et on essaye d'avoir des personnes qui apportent, on va dire, cette double compétence opérationnelle et du ressort de l'investissement.
On est en effet une petite équipe, on va être un peu plus d'une dizaine dans les prochaines semaines. Néanmoins, on travaille toujours en binôme pour un entrepreneur ou une équipe d'entrepreneurs. Et en essayant d'apporter un savoir-faire le plus complémentaire possible. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 80 sociétés en portefeuille dans Founders Future, dont beaucoup ont beaucoup grossi, et donc ont toujours besoin de nous, mais où forcément leur société a trouvé son public, et donc a besoin de un peu moins d'apport opérationnel, ce qui nous laisse tous les ans de la bande passante finalement pour accompagner des nouvelles équipes. Et donc voilà, donc on a un business qui grossit. On a de plus en plus d'argent mobilisé dans ces entreprises. On est du coup extrêmement engagé, parce que plus on a d'argent, plus on est engagé. Et au fur et à mesure de notre développement, on recrute ou on fait monter des jeunes talents qu'on a formés pour générer toujours plus de valeur pour les entreprises qu'on accompagne. Et quel type de start-up vous intéresse le plus? Est-ce qu'il y a un segment, est-ce qu'il y a un secteur d'activité dans lequel vous avez une analyse, une valeur ajoutée unique à apporter aux startups? Alors, on a besoin d'être très clair avec ce qu'on sait faire, parce qu'un des contrats qu'on a avec les équipes qu'on accompagne, c'est vraiment de venir, qu'elles nous ouvrent leur capital et de devenir investisseurs et actionnaires de leurs entreprises dès lors qu'on a jugé qu'on pouvait créer de la valeur, voilà, à leur côté. Et c'est un contrat moral fort qu'on a chez Founders Future, qui est de dire si on te fait une term sheet, si on décide de rentrer dans ton capital, c'est parce qu'on sait et on a vraiment évalué le fait qu'on pouvait créer de la valeur à tes côtés. Donc pour créer le maximum de valeur, il faut faire des choix. Et donc nous, on a fait des choix. Donc on a fait un premier choix qui est déjà de dire il y a des modèles économiques qu'on fait et d'autres qu'on ne fait pas. Donc ce qu'on fait, ce qu'on aime bien, c'est le SaaS, donc Software as a Service. C'est toutes les plateformes et les marketplaces qui sont plutôt du B2C. Et ensuite, c'est des transitions dans lesquelles on a déjà peut-être investi, déjà entrepris, donc on connaît bien. Je pense à la transition alimentaire, je pense au futur de la banque assurance, je pense au futur du travail, je pense au futur de la santé et du bien-être, qui sont des transitions vraiment dans lesquelles on a déjà investi et déjà entrepris et qui nous permettent d'être plus sachants d'un point de vue industriel. Et puis ensuite, ce qui nous anime énormément, c'est vraiment de flécher notre argent vers des entrepreneuses et entrepreneurs qui ont compris que le drive, le moteur entrepreneurial, c'est le meilleur moteur pour faire bouger les lignes, aller vers un monde plus respectueux, plus sobre, parce que j'ai rien contre les pouvoirs publics ou les grands groupes, mais disons qu'ils ont un peu plus de legacy et d'héritage pour bouger vite, et on voit à travers des success stories incroyables dans l'entrepreneuriat qu'on arrive à faire bouger les lignes. On a une grande fierté, c'est d'être par exemple actionnaire de Yuka, qui je suis sûr vous connaissez, qui a été absolument transformatif dans l'industrie alimentaire et cosmétique. On est actionnaire de La Fourche, un supermarché bio en ligne. On est actionnaire de Zenride qui fait du leasing de vélos électriques pour les grandes entreprises. Et tout ça, toutes ces entreprises ont pour dénominateur commun d'avoir de l'ambition. Ça, c'est le premier point. C'est une valeur qui nous parle énormément. Mais surtout, d'utiliser la tech pour créer une offre et une entreprise qui soit plus respectueuse de l'environnement ou même d'un point de vue social. Pour rentrer dans le concret, comment est-ce que vous sélectionnez les startups et à quel moment est-ce que vous vous dites bon, c'est bon, on y va? C'est probablement ce qui est le plus difficile dans notre métier, parce qu'on fait un métier très difficile. Donc beaucoup de gens viennent nous voir parce qu'en fait, ils pensent que le VC et que l'investissement dans la tech, c'est quelque chose de sympathique. C'est en effet très sympathique, mais c'est très difficile. Et c'est très difficile parce qu'on voit beaucoup de choses. Et qu'on voit beaucoup de choses qui nous inspirent. Parce que je crois qu'on ne peut pas enlever à des entrepreneurs le fait d'incarner leur sujet, leur entreprise, mais quelquefois d'être pas forcément assez clairvoyant sur des choses assez basiques, la taille de marché adressable, la concurrence, et ce qui ferait de leurs entreprises un succès. Et donc nous, on doit, à juste titre, dépatouiller un peu tout ce qu'on reçoit, faire le tri. Faire le tri d'abord par notre positionnement, ce qu'on parlait, c'est ce qu'on appelle la thèse d'investissement. Donc c'est, même si on est très souple et très curieux et très ouvert d'esprit, on a quand même une sorte de ligne conductrice. Et ensuite, beaucoup de discipline sur l'analyse finalement qu'on va faire de ce qu'il y a à date. Alors, il y a certaines équipes d'entrepreneurs qui viennent nous voir avec un PowerPoint et donc ils n'ont pas grand-chose. Mais en revanche, ils ont un bagage exceptionnel. Ils ont dans le passé créé des choses formidables ou eu des faits de guerre, j'ai envie de dire, dans leur job qui font que voilà, ça parle pour eux.
Donc ça, je dirais, c'est ce qu'on appelle le pré-amorçage. Donc il n'y a pas de produit, il n'y a pas de revenus et il y a un marché adressable, une volonté de produit, peut-être un minimum, ce qu'on appelle un MVP, donc c'est le début d'un produit, un minimum viable product. Et donc on peut regarder ce genre de choses. Et ensuite, c'est ce qu'on fait le plus d'ailleurs, c'est l'amorçage, donc c'est le segment du seed, où donc on fait le tri à travers un certain nombre de critères, mais c'est la capacité, c'est des critères qui sont liés à l'équipe, la capacité d'exécution de l'équipe, des critères qui sont par rapport au marché, des critères qui sont par rapport au modèle, et avec un point, je dirais, qui est primordial, c'est la transparence et l'entente qu'on a avec les entrepreneurs, parce qu'on fera un bout de chemin ensemble, et c'est extrêmement important qu'on s'entende bien, et qu'il y ait un fit culturel hyper important. Et c'est vrai que chez Founders Future, on a des valeurs voilà, qu'on met sur le haut de la pile quand on décide de rentrer en relation d'affaires avec une entreprise. Donc le fondateur prend une vraie place dans la décision du coup? Alors complètement, les fondateurs, la fondatrice, le fondateur, les fondateurs, oui, prend une place primordiale dans notre décision d'investissement, parce qu'en fait, qu'on se le dise, ça peut paraître un peu cru comme ça, mais il n'y a pas de bonnes idées. Il n'y a que une bonne exécution de ces idées. Et l'exécution, ça repose sur les femmes et les hommes qui animent ces entreprises et qui font ces entreprises. Et donc, on préfère une mauvaise idée faite par une équipe extraordinaire qu'une très très bonne idée faite par une équipe qui est moins bonne. Donc, après avoir investi, les VC ont généralement un horizon d'investissement de 3 à 5 ans avant l'exit. Comment est-ce que vous accompagnez concrètement l'entrepreneur et la start-up? Et est-ce que vous intervenez aussi dans la gestion de leurs fonds? Alors, on n'intervient pas dans la gestion de leurs fonds. Déjà, pour répondre à ça, on part du principe qu'on est une sorte de catalyste, voilà, où on va accélérer les choses, on va faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possible, on va essayer d'être une hotline, finalement, de l'entrepreneuriat, soit en répondant directement à des questions, soit en faisant en sorte d'activer un réseau assez extensif pour répondre aux questions et gagner du temps et faire le moins d'erreurs possible. C'est ça notre métier. Ensuite, sur l'horizon, je dirais, de l'investissement, créer une belle entreprise, ça met du temps. Voilà. Je crois qu'en moyenne, en France, on a à peu près 7-8 ans entre la création et une potentielle exit. Et c'est un minimum. Et donc, nous, on a un engagement en fait, qui est fort, qui est d'être là le plus longtemps possible aux côtés des entrepreneurs. Le 3 à 5 ans, c'est fortement lié à, je dirais, la structuration d'un fonds d'investissement, qui donc doit avoir une période d'investissement et ce qu'on appelle derrière une période de liquidité, qui est donc postérieure à la période d'investissement pour renvoyer de l'argent aux investisseurs. Nous, on a fait un choix dans Founders Future, c'est de créer des conditions pour être là le plus longtemps possible. Donc, c'est quelque chose qui parle énormément aux entrepreneurs parce que d'avoir un investisseur de type business angel, plus structuré comme on l'est, mais avec je dirais, la fraîcheur, la réactivité d'un business angel, mais la méthode finalement et la robustesse d'un fonds. C'est de se dire que grâce à un acteur comme ça, qui est là en seed, il va pouvoir accompagner sur du très long terme l'entreprise et l'équipe. Et je dirais, pour être passé par là et passer encore par là, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Combien d'entreprises en moyenne atteignent réellement la rentabilité à horizon 3-5 ans? Alors, c'est une très bonne question. Donc, je dirais, avant la rentabilité, il y a le fait d'avoir un modèle qui soit très contributif. Quand on parle de contribution, on parle de niveau de marge brute, on parle de niveau de marge. Et ensuite, la rentabilité, c'est une deuxième étape qui est hyper importante pour acquérir son autonomie, je dirais, économique, qui est absolument primordiale, sur laquelle nous, on est un fervent défenseur, parce que c'est pas en levant des fonds qu'on acquiert de l'autonomie. Plus on lève on le dit toute la journée, plus on lève des fonds, plus on a d'emmerdes. C'est un principe assez simple, puisqu'on doit rendre de l'argent à des investisseurs, on doit rendre des comptes, et donc ce n'est pas une finalité en soi de lever des fonds. Ce qui est une finalité, c'est de créer une entreprise qui soit durable, qui soit rentable et qui grossisse à un moment donné par elle-même. En revanche, il y a différentes étapes pour atteindre cette rentabilité. 3-5 ans, ça semble être, je dirais, un timing tout à fait raisonnable pour passer à travers ces différentes étapes. La proportion qui arrive, je dirais, à atteindre ça en 3 et 5 ans, c'est à minima, je dirais, entre la moitié et 2 tiers qui se mettent dans des conditions pour devenir rentables. Ensuite, c'est comme tout, on décide à un moment donné d'être rentable ou pas, parce qu'on lance, je dis n'importe quoi, un nouveau pays, une nouvelle ligne de produits, qu'on continue à investir de l'argent. On voit Amazon est un très bon exemple, où je crois que ça a mis plus de 10 ou 12 ans à atteindre la rentabilité.
Et un jour, c'est le lancement d'une ligne de métier qui, en l'occurrence, était à l'époque le cloud, a fait que ça a fait basculer Amazon dans un niveau de rentabilité important. Et ils continuaient à perdre de l'argent sur les métiers d'origine, en l'occurrence la partie retail. Et ils avaient trouvé cette formule pour pouvoir financer leur croissance. Donc en fait, chaque entreprise est différente. Je dirais que nous, ce qui nous importe en tant qu'actionnaire, en tant qu'investisseur, c'est le fait que je dirais les différents niveaux de marge soient sains et qui permettent à un moment donné, quand on le décide bien sûr avec les fondateurs, et c'est d'ailleurs plutôt les fondateurs qui le décident que nous, d'atteindre la rentabilité. Donc quels sont les principaux défis auxquels vous faites face avec les entrepreneurs actuellement ? Les défis en ce moment, donc on est début 2023, c'est le défi principal d'un marché où l'argent est beaucoup moins disponible. On va dire que les 2 années qu'on a passées, en l'occurrence 2021 et 2022, et avec une volonté de l'ensemble de la communauté financière mondiale d'investir dans des entreprises qui ont un avenir en termes de rentabilité et de contribution, et ce qui me paraît être extrêmement sain et normal. Donc je crois que c'est une sorte de sursaut, voilà, de wake-up call sur le fait que la tech et les startups peuvent pas s'émanciper, en tout cas pas ad vitam aeternam, d'une équation économique qui soit rentable et durable. Et donc forcément, il y a des choses qui sont pas agréables pour un entrepreneur. Moi-même étant passé par là, c'est que il va falloir éventuellement dégraisser, il va falloir faire le tri dans les offres éventuellement qu'une entreprise a pour aller vers l'offre qui est la plus rentable et qui a le meilleur potentiel en termes d'atteinte de profitabilité. Éventuellement fermer des pays, fermer des lignes, voilà, pour vraiment se dire qu'on converge vers un modèle durable. Donc c'est ça le plus gros challenge, et je dirais que tous les jours on essaye d'être à la hauteur de ce challenge avec nos entrepreneurs et entrepreneuses, parce que c'est là où quand on est entrepreneur, on a besoin de faire des choix et besoin, je dirais, d'un actionnariat et d'un board qui soit resserré, qui agissent un peu en connaissance de cause, donc qui comprennent bien l'entreprise, qui soient engagés et qui permettent de prendre les bonnes décisions. Quelle est, vous, concrètement, votre stratégie de sortie et comment prévoyez-vous généralement de faire votre retour sur investissement lorsque vous accompagnez une entreprise ? Nous déjà, c'est pas quelque chose dont on décide tout seul, très loin de là. On a généralement des investisseurs à côté de nous, on a des entrepreneurs avant tout à côté de nous, et donc à un moment donné, on essaye de faire converger. C'est l'entrepreneur et l'équipe qui généralement essaye de faire converger tout ça. Je dirais que il y a différentes étapes pour nous. Il y a une étape où, à un moment donné, on aura fait 3, 4, 5 ans, 6 ans dans une entreprise, et on doit passer le flambeau à un autre investisseur qui correspond mieux en fait au stade de développement de l'entreprise. Et c'est pas grave, c'est juste la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme à l'école, il y a le primaire, il y a le secondaire, nous c'est pareil. Donc ça peut être une voie de sortie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vend notre participation à un fonds dont le métier est de développer et de mener la boîte, on va dire, à un stade qui est différent. D'ailleurs, on peut rester partiellement ou sortir. Et ensuite, on a une deuxième version de sortie qui est, pour le coup, l'entreprise qui se fait racheter par un grand groupe parce que à un moment donné, ils ont reçu une sollicitation ou ils ont fait un processus M&A pour que ça se fasse, et donc on est, comme l'ensemble des actionnaires financiers, mené à une sortie et à finalement capter la valeur qu'on a créée après toutes ces années, sachant qu'en plus, nous, à la différence de tous les autres, on rentre tout au début. Donc il y a bien un moment donné, il faut qu'il y ait une dynamique un peu vertueuse pour qu'on puisse capter de l'argent, capter de la plus-value pour la réinvestir concrètement dans les nouvelles entreprises de notre portefeuille. Donc voilà un peu les deux voies qu'on a. Donc est-ce que c'est risqué d'investir dans les startups, et est-ce que tu pourrais revenir sur tes échecs, succès personnels et échecs et succès avec Founders Future ? Alors, c'est très vrai ce que tu dis, et nous, on mise beaucoup sur le fait que de plus en plus, il va y avoir une démocratisation
de l'investissement dans le private equity, de l'investissement en direct dans les entreprises. Et puis c'est exceptionnel quand on est une personne comme toi, comme moi, d'investir dans l'économie réelle, d'investir dans des histoires qui nous parlent, d'investir dans des entreprises qui sont à côté de chez nous, et beaucoup plus sympathique pour le coup, et en plus qui peut lier l'utile à l'agréable, sur des thématiques qu'on apprécie, bien plus sympathiques, j'allais dire, que des sous-jacents immobiliers ou très financiers. Je dis souvent d'ailleurs qu'il faut faire de tout pour être bon. Je dirais que l'investissement direct va beaucoup se démocratiser dans les prochaines années. La chose à pas faire, c'est comme d'habitude, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que quand on décide de faire l'investissement en direct dans des entreprises, donc de devenir business angel, faire vraiment y aller en multipliant le nombre d'investissements, éventuellement avec des tickets de taille similaire pour pas avoir d'arbitrage au début, parce qu'en fait, il vaut mieux faire 10 fois 10K que se dire qu'il y a des entreprises qui, avec une même enveloppe, méritent 20 ou 30 000 euros plutôt que 5 000. Parce qu'en fait, si on commence à arbitrer le ticket, on rentre aussi dans une logique qui est une logique qui va faire, c'est sûr, va créer des distorsions et des erreurs potentielles et une perte potentielle, parce que c'est risqué. Voilà. Donc mon conseil, c'est de multiplier au maximum les tickets avec des tickets d'une taille similaire. Alors, on peut avoir un petit et un plus gros, voilà, mais au maximum des tickets similaires. Ensuite, sur les échecs, bien sûr, les échecs, il y en a. Je crois que le potentiel de gain quand on investit dans une entreprise en amorçage, il est important. Et le potentiel de perte, il est important. Donc, en faisant plein de tickets, les choses se régulent, voilà, et se compensent. Et c'est ça, au fond, ce qui est important. Donc ensuite, sur les échecs, les échecs, ils viennent souvent, on va dire, de problèmes de l'entreprise dans les 2-3 premières années, le fait qu'elle trouve pas son public, le fait qu'il y ait une équation économique dans laquelle les marges sont trop faibles, le fait qu'il y ait des problématiques dans le business model, c'est-à-dire en gros du BFR, donc du besoin de fonds de roulement, etc., qui est trop important pour tenir la croissance. Et donc, l'intérêt, en fait, quand on est business angel, c'est de bien analyser ça, de rentrer dans des histoires où on se sent à l'aise et où on aura bien identifié les potentiels challenges, on va dire, de l'entreprise. Aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'un étudiant peut s'intéresser ou se tourner vers cet univers ? Un étudiant, pour se tourner vers cet univers, déjà, il a des stages à faire, et il n'y a rien de mieux que de faire un stage en corporate finance ou dans un fonds ou dans de l'audit ou dans des sphères, on va dire, directes ou connexes avec le métier de la création d'entreprise ou même de la finance d'entreprise. Ensuite, ce qui est assez extraordinaire aujourd'hui, vous en êtes la preuve même, c'est qu'un étudiant, il a accès à du contenu. Il y a beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat. C'est incroyable à quel point les choses se sont développées dans les 10 dernières années et à quel point on a accès en 2 coups de cuillère à peau à des success stories, à des cases, à toutes sortes de contenus qui peut nous permettre de grandir et de devenir plus mature, on va dire, sur l'entrepreneuriat, les startups, la tech, l'impact, etc. Donc moi je suis toujours très avide de lectures diverses et variées sur l'entrepreneuriat parce que je trouve qu'en lisant des choses en particulier qui interviennent partout dans le monde, on devient plus intelligent. Et puis si en plus on peut, quand on est étudiant, candidater à des stages pour vraiment voir de l'intérieur comment ça se passe, c'est encore mieux, quoi. Vous prenez des stagiaires, vous, du coup ? Bien sûr, on prend des stagiaires, on prend complètement des stagiaires, on adore nos stagiaires, on les valorise beaucoup, on essaie de leur transmettre au maximum, et c'est pas près de se calmer, quoi. Aujourd'hui, du coup, quels sont les secteurs et les tendances que vous regardez tout particulièrement chez Finance Future ? Alors, les secteurs et les tendances qu'on regarde, on en parlait, c'est beaucoup le secteur de l'impact, donc sur l'économie circulaire, la transition alimentaire, la mobilité, donc parce qu'en fait c'est des secteurs qui doivent être absolument décarbonés et où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des choses extraordinaires. Ensuite, on aime beaucoup ce qu'on disait précédemment, le futur de la banque assurance. Donc forcément, en étant, je dirais, un investisseur important dans tout ce qui est fintech, on regarde beaucoup le Web3 et on fait pas mal d'investissements dans le Web3 parce qu'on part du principe que la blockchain est quand même une nouveauté importante et un changement de paradigme dans la tech et qui va faire que, notamment à travers la décentralisation, on va pouvoir aller vers un monde alternatif
Et donc on a envie d'accompagner ce mouvement. Alors on l'accompagne vraiment sur des entreprises très fondamentales, beaucoup sur de l'infrastructure, etc. Ensuite, le futur du travail, on le voit en particulier avec le Covid, a été beaucoup affecté. Et la dynamique un peu de productivité, d'utilisation d'outils de productivité a complètement changé dans les entreprises. Donc on regarde toujours énormément ça. Donc voilà, donc on reste quand même fidèle, je dirais, à notre thèse d'investissement, tout en ayant les antennes un peu partout et les écoutilles ouvertes sur le fait de trouver des nouveautés sur des secteurs qui peuvent être nouveaux, quoi. Donc on se reparle peut-être dans un an à la même heure, on aura un peu évolué par rapport à ce qu'on garde. Pour le mot de la fin, j'aimerais qu'on revienne sur l'actu, parce que Actionnaire, on parle beaucoup d'actualité économique. On voit, voilà, beaucoup qui parlent de récession en 2023, on voit les licenciements dans la tech, Amazon qui annonce là 18 000 emplois supprimés. Est-ce que tout ça vous inquiète? Non, je ne suis pas inquiet du tout pour une raison très simple, c'est que dans la tech, le monde n'a jamais eu aussi besoin de se digitaliser. Voilà, c'est tous les jours que vous parliez à des grands patrons, que vous parliez à des TPE, que vous parliez à n'importe quelle organisation, il y a un besoin extrêmement fort de digitalisation, d'augmentation de la productivité qui passe au fond par la tech, par la data et par tout ce qu'on connaît. Donc je ne suis pas inquiet. D'un point de vue plus micro, je suis inquiet de choses qui sont plutôt du domaine économique, donc la remontée des taux, typiquement, où les entreprises empruntent à des taux qui sont plus élevés, donc ça leur coûte plus cher. Sur le fait que l'accès au capital soit plus difficile, et c'est complètement lié. Et c'est une période, il faut vivre avec, on est passé à travers des crises déjà, et donc il faut adresser tout ça. Et ensuite, là où je suis très regardant, c'est plutôt au niveau social, c'est que je considère que notamment l'inflation a impacté énormément les ménages dans les 12 derniers mois, et qu'il y a un moment donné, tout ça doit se refléter dans des hausses de salaire et dans un partage de valeur qui soit plus à la hauteur pour permettre à ces populations de vivre très correctement. Et c'est vraiment là-dessus, je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant et où les entrepreneurs ont un rôle à jouer au quotidien parce que quand on dit entrepreneur, on ne dit pas grand patron, on dit des gens qui sont plutôt des patrons de petites entreprises. Et nous, les entrepreneurs, on a vocation et l'envie de faire en sorte que la valeur créée soit partagée, que les gens aient un bon cadre de vie au travail. Et je le vois vraiment, je l'observe tous les jours dans nos entreprises, donc c'est plutôt ça qui m'importe. Très bien, merci beaucoup en tout cas Marc merci à vous. Accepté cet entretien, c'était un plaisir. Et j'espère qu'on aura donné envie à une jeune génération de se lancer dans l'entrepreneuriat en tout cas. Et j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci.